Et c'est sûr, pour réaliser des reportages comme ça, je pense qu'il faut être absolument passionné par ce que tu fais. Si tu as envie de faire ça parce que tu es nostalgique des années où le photoreportage marchait bien et tout, et tu as envie de te prouver quelque chose en partant en Afrique, je pense pas que ça va marcher en fait. Il faut vraiment que tu aimes que tu sois passionné en gros. Bienvenue dans le podcast des photographes professionnels. Dans cette émission audio, je partage avec vous de grands entretiens avec des experts de la photo, de la vidéo, du journalisme ou encore de l'entrepreneuriat, dans le but de vous aider à progresser et vous épanouir dans votre activité professionnelle. Cet épisode a été enregistré à Perpignan dans le cadre du festival de photojournalisme Visa pour l'image, où comme chaque année nous nous rendons avec les photographes du collectif DR et c'est justement avec l'un d'entre eux, à savoir Philippe Blondel, que nous avons rendez-vous aujourd'hui. Il nous parlera de son parcours ainsi que du reportage qu'il publie dans le livre DR numéro 3, actuellement disponible en précommande. Je vous mets un lien en description de cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, et si ce format vous plaît, n'hésitez pas à le soutenir en le faisant savoir, en le partageant ou en laissant un commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous laisse en compagnie de Philippe et vous souhaite une bonne écoute. Salut Philippe, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, salut. Je suis Philippe Blondel. Je suis un photographe, reporter franco-allemand et je suis basé au Canada. Et depuis 2 ans maintenant, je m'intéresse beaucoup à l'Afrique, au Sahel notamment. Et j'essaie de passer beaucoup de temps au Burkina Faso et au Mali. Qu'est-ce qui t'a fait choisir cette spécialité, ce type de sujet ? Alors, j'ai toujours eu envie de voyager beaucoup. J'ai fait quelques voyages en autostop, notamment à travers l'Islande, le Canada, les États-Unis. Et puis après, je suis parti en Asie du Sud. J'ai fait Indonésie, Malaisie, j'ai fait l'Inde aussi. Et puis finalement, la COVID était arrivée. Et puis là, je suis resté bloqué en Inde. Alors bon, l'ambassade allemande m'a évacué, c'était des gros trucs. Et à partir de ce moment-là, j'ai voulu aller en Afrique. Et le Burkina était ma porte d'entrée, j'avais un contact là-bas. Alors c'est mon premier pays que j'ai fait, je suis tombé en amour avec la région. Ok. Et rappelle-nous quel âge tu as ? Je viens d'avoir 24 ans. C'est quand même impressionnant, tu as beaucoup voyagé quand même. Ouais. Ben déjà, quand j'étais jeune, avec mes parents, j'ai toujours j'ai habité dans 3 pays, Allemagne, France, Canada. Et une fois qu'on est arrivé au Canada, tous les étés, je revoyais mes grands-parents qui étaient en Europe, alors j'avais déjà un peu ce truc du voyage. Et puis j'avais vraiment cette envie de voyager. Je me rappelle même mes premiers voyages en autostop. J'avais vraiment pas beaucoup d'argent. J'avais une tente, un petit réchaud, et puis je partais. J'avais pas encore la photo à l'époque, c'était vraiment juste voyager, rencontrer des gens et voir du pays. Mais ouais, j'ai toujours eu cette envie de voir quelque chose d'autre. Et la photo, ça arrive à quel moment ? Dès les premiers voyages ? Ouais, j'ai toujours fait un peu de photos vidéo. Et puis, en gros, j'ai eu ma première caméra comme cadeau par mes grands-parents quand on a visité Paris. J'avais 9 ans à l'époque. Et puis, j'ai fait mes premières photos, en fait. Et puis après, en Amérique, aux États-Unis, je voulais faire beaucoup... au Canada, aux États-Unis, je voulais faire beaucoup de photos de paysages. Je m'intéressais à tout ça. Et puis, après, en Asie aussi, je faisais des paysages. J'ai commencé à rencontrer les gens, à faire des connexions. Et puis, une fois arrivé en Afrique, c'était vraiment, je voulais documenter les gens. Et le paysage a perdu toute son importance dans mon travail. Ok. Bon, on le trouve encore quand même pas mal dans ton travail. Ouais. J'aime bien quand même l'illustrer à travers un reportage et tout, mais j'ai plus comme ambition de faire un voyage uniquement pour photographier du paysage. Il faut quand même qu'il y ait toujours une histoire humaine ou quelque chose qui se passe au final. Super. Et comment t'en es venu à découvrir le photojournalisme et le fait de travailler pour des magazines, des journaux, expliquer l'histoire, faire du journalisme avant la photo aussi ? Alors, pendant la COVID, justement, j'avais tous mes images de l'Inde, du Népal et aussi un peu des États-Unis. Et là, pendant 1 an, je ne pouvais pas faire trop de voyages, alors je ne pouvais pas photographier ce que je voulais photographier. Alors, j'ai repris toutes mes archives. Mes archives de 6 mois en fait, et j'ai monté 2-3 reportages avec du texte et ces photos, et puis j'ai réussi à en publier 2 dans un petit magazine très local en Angleterre. Et là je me suis dit, ça pourrait être une nouvelle manière de faire, que
que je connaissais pas encore au lieu des réseaux sociaux, Instagram, plutôt voir avec des médias imprimés et puis raconter des histoires. Et après, je suis rentré dans le collectif et j'ai vraiment commencé à m'intéresser à ça et au fonctionnement des rédactions et des journaux aussi. Ouais. T'as pas eu de comment dire, de réticence à rentrer dans un collectif français, enfin dans une agence française, dans le sens où, tu vois, je vois régulièrement des questions qui sont posées par des photographes québécois ou canadiens qui me posent la question, moi je suis au Québec, est-ce que c'est pareil qu'en France? Je sais pas trop, c'est pour vendre des reportages et tout. En général, ils comprennent que le marché français, il est quand même assez important, assez riche, il y a beaucoup de journaux, beaucoup de magazines qui payent, pour certains, bien, voire très bien. Et toi, tu t'es pas posé la question? Ouais, en vrai, c'était une autre problématique, c'est que moi, j'ai l'impression qu'au Canada, il n'y a juste pas du tout d'opportunités pour les photoreporters. Canada français et anglais, à la limite, il y aurait peut-être les États-Unis, mais après, je me suis dit, après, c'était ma première expérience aussi, je suis tombé un peu par hasard sur le collectif DR, et puis pour moi, c'était juste une opportunité de voir déjà qu'est-ce que je pouvais apprendre et tout. Je me suis pas vraiment posé la question, en vrai. Et puis après, j'essaie quand même de toujours garder un contact avec la France. Mes grands-parents sont toujours en France, mon père est français, j'ai quand même les références françaises et tout. En fait, je me suis ouvert toutes les portes possibles. C'est super. Comment t'es tombé sur DR? T'as été spammé par mail ou par Facebook ou... Non. En ligne, sûrement une publicité en ligne, il me semble, ou un truc comme ça, où je faisais des recherches sur des collectifs. Et puis, parce qu'en gros, j'ai longtemps pensé à retourner à l'école. Mais là, j'y pense des fois peut-être en photo à l'université ou à l'école des beaux-arts pour avoir ce sens de communauté que je trouve qu'on n'a pas vraiment au Canada ou qui est très difficile de se créer. Et puis là, le collectif, c'est un autre sens de communauté. Même si on est à l'étranger, en Afrique, en train de voyager, il y a quand même toujours cette base de support qui est là aussi. Carrément. Hein. Ouais, et qu'on sous-estime souvent, en vrai. C'est plus important que ce qu'on pense. Ouais. Et, puis là, on est ensemble à Visa. C'est cool de se rencontrer, de se voir pour de vrai et pas via des webcams. Ouais, vraiment. J'avais vraiment hâte à ce moment-là. Justement, ça fait 1 an qu'on se voit juste à travers les vidéos et tout, mais là, c'était bien. Qu'est-ce que tu retiens de cette petite semaine là à Perpignan? Beaucoup de choses. Il y a les rencontres déjà. Les rencontres avec les iconos, avec qui j'avais été en contact ou pas et que j'ai pu quand même pitcher mes sujets. J'ai rencontré aussi d'autres photographes. D'autres photographes. Et puis aussi les expos. Ça permet de voir un travail complet sur un reportage, justement. Et non les 5 meilleures images. Imprimé là, c'était vraiment les 40, les 50 images et tu vois l'œuvre au complet. Et puis, je pense que ça m'a beaucoup... en tout cas, j'ai appris beaucoup pour mes sélections. Je re-regardais mes photos et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de doublons ou des trucs comme ça et qu'il faut vraiment que chaque image soit différente et apporte quand même quelque chose à l'histoire et tout. Alors, je vais travailler là-dessus, je pense. Super, trop bien. Ah, c'est vrai que l'editing, c'est ultra important. On le voit toutes les semaines. C'est ça. Ouais. Et c'est compliqué, je trouve, quand justement tu n'as pas accès à toute une œuvre, souvent. Ou même chose, j'adore vraiment regarder des livres photos, parce que tu vois justement les 70 images du livre et non les 5 meilleures. Ouais. Et souvent, c'est compliqué à s'imaginer qu'est-ce qu'ils pourraient mettre d'autre dans le livre, mais une fois que tu as vraiment accès au livre, c'est vraiment formidable. Bon, ça, c'est le piège de Visa, par contre, c'est la librairie où tu as vu le nombre de livres qu'il y a, tu as envie de tout acheter, tu as envie de tout ramener. Ouais, là, j'en ai acheté un, mais comme je voyage léger, je me suis limité à... Toi, c'est compliqué en plus, pour rentrer à... Ok. En parlant de livres, justement, dans cette librairie, il y a le livre qu'on fait tous les ans, maintenant depuis 2 ans. Là, on est en train de préparer le 3e numéro et donc tu as un sujet qui a été sélectionné, que tu as produit cette année et que tu as produit en fait depuis même plusieurs années. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous en parler, nous expliquer de quoi il s'agit et comment tu as bossé là-dessus? Ouais, alors en gros, le sujet raconte le reboisement au nord du Québec. Il y a une loi au Canada qui oblige chaque compagnie forestière qui coupe des arbres à en replanter. Alors, moi, en fait, je gère une équipe de reboiseurs et j'ai été planteur il y a 5 ans. Et là, depuis 3-4 ans, je gère mon équipe. Et en fait, pendant ce travail qui dure 3-4 mois dans l'année, j'ai commencé à prendre des photos.
Et finalement, au bout de 5 ans, j'ai réussi à faire quand même un reportage assez complet qui documente la vie de Caen et aussi les hauts et les bas que représente le reboisement, justement. Parce qu'il faut savoir aussi que les planteurs sont payés à la quantité d'arbres qu'ils plantent. Et c'est un travail ultra physique parce qu'ils plantent entre 2000 et 5000 arbres par jour. C'est 10 heures par jour, tous les jours. Le réveil, il est à 5 heures du matin. On travaille jusqu'à 4 heures du soir ou de l'après-midi. Mais après, il y a aussi le côté, on est 30 universitaires, alors la fin de semaine, on oublie un peu toute la semaine difficile et puis on fait la fête et puis ça recommence le lundi finalement. Et c'est vraiment des étés formidables et c'est une expérience absolument incroyable que je recommande à tout le monde. Il y a beaucoup de Français d'ailleurs C'est vrai? de plus en plus de Français qui viennent au Canada planter des arbres. Ok. Parce que c'est rémunérateur ou plus pour l'expérience, tu dis? C'est rémunérateur et aussi, là, le Canada a ouvert des visas, c'est le PVT, c'est le visa vacances-travail. Et ça permet de rester au Canada pendant 2 ans et de travailler sans avoir un employeur d'avance. Et après, c'est une vraie expérience aussi parce que tu as vraiment aussi les grandeurs du Canada, tu es dans les vraies forêts canadiennes, les paysages canadiens où tu as vraiment la vraie expérience canadienne par rapport à Montréal, par exemple. C'est vrai que c'est vachement bien. Alors, moi, j'ai déjà vu tes photos et elles sont dans le livre. Et en fonction de quand les gens nous écouteront, peut-être que le livre sera déjà sorti et ils pourront le feuilleter et voir tes photos qui sont superbes. Et ce que tu dis au début, ça se ressent direct dans les photos. Tu fais des photos des gens et on comprend ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui travaillent mais qui font aussi un peu la fête, qui sont en interaction sociale forte. Et on le voit, quoi. On voit les moments de douleur, les moments où ils sont tellement fatigués qu'ils dorment par terre, et puis le soir où ils jouent de la guitare au coin du feu. Et c'est vachement bien. Ouais, ça, c'est vraiment un reportage avec plusieurs facettes. Il y a le côté environnement qui est là, et c'est la thématique du livre, mais il y a aussi le côté humain qui est très fort. Et je voulais vraiment focuser aussi sur ce côté-là. Ouais. Comment je le redis, mais c'est important, tu es quand même très jeune, et c'est génial. Qu'est-ce que tu penses qui a été clé comme moment pour toi ou qui t'a appris peut-être des conseils qu'on t'a donnés pour réussir à comprendre justement plus vite que la norme, on va dire, ce qui fait une bonne photo, ce qui fait qu'il faut se concentrer sur l'humain. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu arrives à avoir des automatismes qui sont déjà, qui sont assez rares, je trouve, pour quelqu'un qui se lance dans la photo aussi jeune. Alors, je crois que c'est déjà de faire beaucoup de photos. J'ai produit beaucoup de merde avant d'avoir quelques photos exploitables aussi. Il faut quand même le dire. Et puis après, j'ai pas peur de la critique non plus. Je montre souvent mon travail à tout le monde, justement, même des personnes qui font pas partie de la photo pour avoir des retours. Et j'ai un frère jumeau qui est ultra direct. Et puis je pense il a quand même un œil, plutôt un bon œil et tout. Et puis il clash très souvent mes photos, mais en vrai, ça m'aide beaucoup. Okay. Et après, je pense aussi c'est juste au final, j'ai un respect pour les humains avec qui que je fais des photos et tout. Quand je pars au Burkina Faso et que je pars vivre 6 mois, 7 mois avec une famille, au final, ça devient des amis. Et puis mon objectif premier, c'est pas nécessairement de les photographier. Oui, j'ai toujours l'idée du reportage en arrière-plan dans ma tête, mais j'ai aussi envie de vivre l'aventure. Et puis les photos, ça sera les photos qui vont en sortir. Ouais, tu arrives à te détacher du fait de faire des photos et en même temps, tu arrives à faire une sorte de routine ou de rythme à travers ça. Ouais. Et puis, je vois encore plutôt je vois sur le long terme. C'est-à-dire que là, j'ai 24 ans, je commence à savoir ce que je veux et je m'intéresse beaucoup au Sahel. Alors là, ma mission, c'est plus de créer des contacts de confiance dans le Sahel pour éventuellement être capable de produire le reportage que je veux. Alors si ça ne marche pas tout de suite, je ne me mets pas nécessairement une immense pression, mais je me dis que ça va marcher dans 2-3 ans. Et puis
Et puis ouais, c'est ça, à 24 ans, même si j'échoue, je réussirai à 35 et puis ça sera ça. Ouais, en gros, t'évites d'être frustré et en te disant, de toute façon, c'est du repérage et tu... Ouais, c'est ça. Ben après, je suis quand même souvent déçu et je me mets quand même de la pression, mais j'essaie de pas trop. Et j'ai quand même une facilité à toujours voir le côté positif aussi de chaque situation, alors ça, je pense que ça aide aussi beaucoup. Carrément. Ouais, et puis ça sent que t'es quelqu'un de passionné qui arrive à s'émerveiller de plein de choses et ça se sent dans tes images. Et peut-être que ça aussi c'est lié à l'âge, hein, que peut-être que quand tu passes un certain âge, enfin en tout cas plus tu vieillis, peut-être moins tu ressens ce genre de choses peut-être. Ouais. Mais après, j'essaie vraiment de faire aussi une recherche un peu consciente. Là, par exemple, lors de mon dernier voyage, j'avais fait Mali, Burkina Faso, et après, je voulais aller voir l'Ouganda et le Kenya. Et en réalité, l'Ouganda et le Kenya ne m'intéressaient pas du tout, mais je voulais juste voir si l'Afrique de l'Est m'intéressait peut-être plus que l'Afrique de l'Ouest. Et j'y ai passé 2 mois, et j'ai pas du tout aimé. Mais au moins, j'ai eu ma réponse que j'aimais pas. Alors là, maintenant, je suis encore plus motivé de retourner en Afrique de l'Ouest et de travailler. Pourquoi t'as pas aimé? Il y a plusieurs raisons, mais je pense que c'est le côté... il n'y avait pas la connexion avec la langue. L'Afrique de l'Ouest, c'est quand même des anciennes colonies françaises, et même niveau mentalité, sont un peu différentes. L'Afrique de l'Est sont très froids. Ils vont être très polis, toujours souriants, mais au final, il n'y a pas grand-chose après leur sourire. Que l'Afrique de l'Ouest, moi, j'ai eu l'impression qu'ils peuvent être très directs, presque des fois impolis, mais une fois que tu as gagné leur confiance, ils sont vraiment... tu es vraiment un ami et j'ai réussi à créer quelque chose. Pour les gens qui nous écoutent, qui ont fait déjà des reportages en Afrique, et notamment au Sahel ou dans des pays d'anciennes colonies françaises, je pense à Djibouti, ce genre de choses, c'est des endroits où c'est assez compliqué de travailler en photo. Souvent, on préconise d'avoir des fixeurs pour faciliter le boulot. Toi, tu travailles avec des fixeurs? Ouais. Ben alors, c'est pas des fixeurs officiels, c'est pas leur travail comme il peut y avoir en Ukraine et tout, mais c'est des amis que je me fais sur place. Et là, je leur parle de mes projets et eux, ils me conseillent des amis qui connaissent par-ci, par-là. Et tu les payes? Ouais, il m'arrive de les payer. Il y a des fois que c'est vraiment justement chez le gars chez qui j'habite. C'est un ancien journaliste et on travaille sur des projets ensemble aussi. Alors des fois, je le paye un peu comme ça. Mais il est très partant aussi pour m'aider dans mes reportages. Alors souvent, il vient avec moi, il m'accompagne, il fait la traduction et tout. Et en gros, j'habite chez lui, je l'aide un peu avec sa maison, ses enfants et tout, et la nourriture. Mais après c'est plus un genre d'ami. Mais il m'est arrivé quelques fois de payer aussi un fixeur. Et le fait de vivre avec les gens, rester longtemps, j'imagine que ça facilite les relations et qu'on ne te voit pas comme l'étranger qui vient faire des photos, qu'il faut... Enfin, c'est vrai que c'est vraiment compliqué. Des fois, les gens ne sont pas très ouverts. Enfin, quand tu débarques juste pour une journée, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est... Après, moi, j'ai la chance d'avoir le temps quand même dans mes voyages. Alors, très souvent, j'essaie même de rencontrer les gens avant, sans caméra. On va manger quelque part ensemble et tout. Et justement, quand j'ai travaillé une fois avec un fixeur, il avait tellement tout organisé que j'avais pas eu cette connexion humaine et que j'ai eu l'impression de rater toutes mes photos, justement, parce que j'avais l'impression de m'imposer, de dire, OK, là, j'ai 20 minutes, il faut faire une photo. Tandis que j'aime bien les rencontrer avant, aller boire une bière avec, on déjeune le matin, et puis finalement, après, il y a des vrais contacts, et puis là, il y a moyen de travailler quelque chose. Surtout que j'ai l'impression qu'un de mes sujets en photo, c'est l'intimité des gens ou quelque chose de très personnel. Et c'est, à mon avis, très difficile à photographier si justement tu n'as pas cette confiance et accès à cette intimité. Bien sûr. D'ailleurs, ça se voit dans tes images. Tu es souvent effectivement dans l'intimité. On se dit, mais comment il a fait pour entrer à l'intérieur comme ça de la maison, d'avoir des gens qui le laissent faire, qui donnent beaucoup en fait. Mais alors, toi, tu te définirais comme quelqu'un de timide ou pas? Par exemple, d'introverti, Ouais. Ouais. Mais tu as quand même des facilités avec des gens que tu connais pas, même si ça prend du temps d'aller vers eux, de les prendre en photo? Alors, c'est très rare que j'ose approcher une personne pour tout de suite prendre une photo.
Ça va toujours me prendre beaucoup de temps. Et puis, j'ai trouvé mes quelques techniques. J'ai réalisé que à travers l'intermédiaire d'un enfant, c'est beaucoup plus facile. C'est-à-dire que souvent, il m'est arrivé de faire des connexions. Par exemple, quand j'étais dans le camp de réfugiés à Sénou, au Mali, j'ai fait les connexions avec les enfants sur le terrain de foot. Une fois que j'ai laissé jouer les enfants avec ma caméra un peu, j'ai eu le temps de prendre quelques images. Là, quand ils sont rentrés chez leurs parents, ben là, j'avais cette entrée déjà dans la maison vers les parents. Alors, j'utilise aussi des fois les enfants et tout, mais c'est très compliqué. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de difficultés à y aller vers les adultes. D'accord. C'est intéressant parce qu'on ne l'imagine pas forcément quand on voit ton travail. Ah ben merci. Ben, c'est un compliment, mais ouais. Ouais, je sais pas. Après, il y a des fois où je me dis aussi, bon, là, ça fait 3 mois que tu travailles sur quelque chose, t'es là, oublie ta gêne et vas-y. Ouais. Mais j'ai souvent ce débat-là, est-ce que c'est respectueux envers les autres ou comment en fait moi je me sens dans cette situation-là? Et c'est pas toujours simple, je trouve. Ouais. Bah, après, c'est peut-être parce que je suis jeune aussi et que c'est ma 2e fois en Afrique et que je découvre encore le monde, en gros, mais ouais. Ouais, tu l'as quand même pas mal découvert déjà. ouais, mais... C'est bien. Hein. Ouais. Ben, est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner peut-être à quelqu'un qui a, comme toi, a commencé il y a pas très très longtemps et qui est un peu introverti, qui a un peu peur par moment d'aller au contact des gens et tout, ou ne serait-ce que partir, parce que c'est vrai que bon, tu l'as expliqué, tu as des racines familiales qui font que, par force des choses, prendre un avion pour toi, c'est quelque chose de pas compliqué, de voyager seul et tout, mais pour beaucoup, c'est un énorme obstacle de partir seul et aussi longtemps en plus, sans trop savoir où tu vas parfois. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil et quelque chose qui t'a peut-être aidé à toi? Ben là, dans le dernier voyage, il y a un truc qui m'a aidé beaucoup, c'est l'écriture. Je tiens un journal tous les jours et j'écris beaucoup, parce que malgré tous les voyages que j'ai faits, même étant jeune, quelques jours avant le départ, j'ai toujours une peur absolue. Et si mon billet d'avion était remboursable, je pense que j'annulerais le voyage. Mais bon, je ne book jamais des vols d'avion remboursables parce que j'ai pas assez d'argent. Alors ça m'oblige de partir. Mais ouais, et justement, l'écriture me permet de ne pas oublier la raison pourquoi je fais la chose. Parce que quand tu pars justement en Afrique ou en Inde, tu vois et tu vis tellement de choses tous les jours que c'est facile d'oublier le pourquoi tu es là. Mais une fois que tu l'écris, ben c'est écrit sur papier, alors tu peux pas trop l'oublier ou des fois tu as juste à te relire et finalement ça reste un focus. Mais après c'est vraiment juste ose partir et puis on verra bien. Là, 99% des gens sont bien sur cette terre, alors au final il y a souvent des gens qui ont peur. Ben moi par exemple, ben, je comprends aussi, mes parents étaient absolument inquiets quand je pars en Asie la première fois ou en autostop à travers le Canada et les États-Unis quand j'avais 18 ans et tout, mais au final, j'ai rencontré que des gens absolument bien et inspirants. Et puis... Ouais. Oui, ou quand tu pars au Mali, par exemple. Ouais, exactement, oui, aussi, au Mali, ouais, c'est ça. Accessoirement. Justement, au Burkina, j'ai vécu les coups d'État et tout, et puis... Ouais, finalement, ça s'est bien passé. Mais en vrai, le conseil, ça serait d'oser et puis de s'écouter au final. Trouver ce qui te plaît vraiment et puis vas-y. Comment tu gères ton stress et ta peur? Parce que mine de rien, couvrir un coup d'État au Burkina ou être au Mali, là où il peut y avoir des enlèvements, enfin, t'as le profil, on va dire, du mec qui peut être enlevé assez facilement. En plus, t'as plusieurs nationalités, donc tu peux être rentable en termes d'otages, on va dire, quoi. Je donne pas des idées, mais... Non, mais voilà. Comment tu fais pour gérer ça, ta peur, ou peut-être la peur de tes proches, qui est parfois peut-être un peu plus chiante d'ailleurs que sa propre peur? Ouais, alors à mon niveau, ça va. Je suis plutôt une personne quand même très pragmatique et j'arrive à canaliser ma peur. J'ai fait beaucoup de sport de haut niveau quand j'étais jeune, ou même justement mon travail l'été qui m'oblige à gérer 30 employés et tout. Alors j'ai quand même cette notion de stress que j'arrive à gérer. Et après, ben, la peur des proches, c'est toujours un peu compliqué, surtout quand c'est les premiers mois dans un nouveau pays. Mais là, ils savent que quand je vais au Burkina, tout se passe bien. Ils connaissent aussi les personnes chez qui j'habite. Je les appelle souvent en visio et tout. Alors, ça va. Mais c'est vrai que quand il y a eu, par exemple, le coup d'État et puis
qu'ils avaient coupé complètement Internet, Facebook, WhatsApp et tout. Là, c'était quand même plus compliqué. Il y avait eu des inquiétudes et tout. Mais ça va. Bon, après, mes parents commencent à être habitués aussi. Moi, je voyage pas mal. J'ai mon frère jumeau qui bouge quand même pas mal aussi. Alors, ouais. C'est marrant, je savais pas que tu avais un frère jumeau, quoi. J'apprends plein de trucs pendant cette interview. Ouais. Ben là, justement, lui, il est plus en études anthropologie et sciences politiques. Mais ça l'intéresserait bien un jour d'être journaliste, justement, à l'étranger et tout, alors. Il fait de la photo aussi? Non, pas trop. On a commencé ensemble. À l'époque, on faisait de la photo, mais là, il est plus en écriture, lui. D'accord. Ok. Ouais, mais peut-être un jour, sur des projets, on travaillera ensemble. Bah, j'ai hâte de le rencontrer aussi. Ah ouais, ben. C'est marrant. Ouais. Bah, écoute, Philippe, merci. C'est top. Merci pour ton partage. Je pense que ça va aider pas mal de gens qui ont des blocages et qui rêvent de pouvoir faire ce métier en étant jeune. Et c'est vrai qu'un truc important, c'est de pas se... Enfin, l'âge, on s'en fout, quoi. Oui. Au final, t'es le plus jeune de DR, quelque part. Et on a le doyen qui a 60... je dirais pas son âge, ouais. Me paraissait pour lui. Il écoutera et on l'embrasse. Je connais même pas moi son âge. Mais voilà. Et du coup, le grand écart est intéressant. Et au final, je pense que quand on l'écoute, lui, parler de ses voyages et quand tu écoutes toi, je vais pas dire que c'est la même chose, mais il y a plein de similitudes, je pense, en termes d'envie, de passion et tout. Donc, Ah oui. Ben, et c'est sûr, pour réaliser des reportages comme ça, je pense qu'il faut être absolument passionné par ce que tu fais. Si tu as envie de faire ça parce que tu es nostalgique des années où le photoreportage marchait bien et tout, et tu as envie de te prouver quelque chose en partant en Afrique, je pense pas que ça va marcher en fait. Il faut vraiment que tu aimes que tu sois passionné en gros. C'est clair. C'est un très bon conseil, ça. Ouais, être passionné en fait. Ouais. Mais non, mais pas faire les choses juste parce qu'en fait, tu veux faire comme les autres. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. C'est intéressant. Ouais. On creusera ça prochainement dans un prochain épisode quand on se revoit pour le prochain visa sûrement. Prochain visa, on ou si je passe au Canada ou en Espagne ou en Afrique. Ou au Mali, ouais. Ça pourrait être marrant. Ouais, super. Merci Philippe. Ben, merci Fred. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas rater les prochains grands entretiens. Si vous êtes photographe professionnel et que vous souhaitez accéder à des ressources plus poussées pour vous aider à booster votre activité, j'ai préparé pour vous une boîte à outils numérique que vous pouvez télécharger en description de l'épisode. Je vous laisse découvrir tout ça tant qu'elle est encore disponible gratuitement et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode du podcast.